Je suis enseignant de cinéma à l'ENSAV, une école pratique de cinéma, et j'ai fait mon travail de doctorat sur les premiers temps du cinéma et plus spécifiquement sur les relations entre les premiers magiciens et la magie, la prestidigitation. C'est-à-dire que moi j'ai découvert le cinéma en passant par la magie, puisque je voulais être magicien et il n'y avait pas d'école de magie, donc j'ai découvert le cinéma, j'ai trouvé ça très magique en soi. Puis en étudiant l'histoire du cinéma, j'ai découvert Méliès et le fait que cette nouvelle machine a fasciné beaucoup de magiciens, ce qu'on appelle la période des premiers temps, c'est-à-dire les quelques premières années. Et en m'interrogeant là-dessus, j'ai effectivement vu qu'il y avait toute une tradition des jeux optiques, de la fascination pour les faisceaux lumineux, qui touchait à la fois le domaine de la magie, puisque c'est étonnant, puisqu'on ne comprend pas. Du coup, le cinéma, plutôt que d'être une nouvelle machine qui apparaît à un moment, elle poursuit un petit peu toutes ces explorations, ces recherches, ces machines bizarres, étranges, mystérieuses, qui existent depuis la nuit des temps. Si on remonte avant le cinéma, on pourrait parler de la lanterne magique, justement, qui s'appelait la lanterne de la peur, puisqu'elle terrorisait les gens par ces images qu'on arrivait à projeter à distance. Athanasius Kircher, on est au XVIIIe, c'est le grand moment de la lanterne magique qui terrorise au début, puis qu'on en apprivoise. Je parle beaucoup, je suis fasciné par la figure de Robertson, Jules-Étienne Gaspard Robert, qui était fantasmagore et qui proposait des spectacles de fantasmagorie où on faisait apparaître des fantômes dans les salles. On est à la Révolution française. Oui, c'était un public bourgeois et il y a deux traditions, une qui est assez peu explorée et l'autre qui est plutôt connue. Celle qui est connue, c'est quand on a des fantasmagores, des présentateurs de lanternes magiques, des exhibiteurs qui venaient dans des théâtres, et on a à l'Institut Polytechnique à Londres, par exemple, des grands spectacles. Mais il y a toute une tradition aussi de montreurs de vue itinérants. Donc c'était des personnes qui avaient sur leur dos des lanternes magiques un petit peu rustiques et qui allaient de village en village. C'était l'étranger qui arrivait dans les foires, oui. Il y avait les foires, les cirques, et il y avait aussi des personnes qui voyageaient seules. Et donc, en allant dans les archives, c'est un travail que je fais avec mon collègue Pierre Taillefer depuis une dizaine d'années. On va chercher dans les archives les passages de ces petits artisans du spectacle qui, pour quelques dizaines de personnes, venaient dans un petit village pour un soir présenter des vues magiques. Et c'est aussi, ça devait être aussi magique, aussi impressionnant pour des spectateurs de petits villages que dans les grands théâtres. Les espèces de télescopes, des boîtes, les ograscopes par exemple, on venait pour quelques centimes, on payait et on voyait des gravures à travers des systèmes optiques qui nous donnaient l'impression de voir à l'infini, comme si on voyait vraiment un bâtiment et pas comme si on regardait proche une image dans un livre. Alors, vous aussi, en quelque sorte, vous suivez ce chemin ou cette destinée de montreur d'images, puisque vous vous déplacez aussi en ville ou dans des villages pour des conférences et expliquer ce que c'était qu'à l'époque, qu'est-ce que c'était que le cinéma. Donc, vous parlez bien sûr des frères Lumière en premier. Comment sont-ils arrivés, ces gens-là, à créer cette machine pour filmer et projeter ? Je suis retourné à mes passions premières et l'année dernière j'ai monté un spectacle et j'aime bien cette transmission de l'histoire du cinéma. J'aime bien montrer que ces vieilles machines permettent encore d'émerveiller des enfants, et des jeunes enfants et des enfants plus âgés. Et j'ai monté un spectacle autour de Méliès avec cette idée de surprendre le spectateur et d'avoir cette espèce de fascination pour les écrans, retrouver un peu cette magie de l'écran aujourd'hui. Et je suis enseignant et j'aime montrer aussi à mes étudiants aujourd'hui, passer cette espèce de fascination pour ces machines magiques, cette transformation, ne serait-ce que focaliser une image avec une lentille pour les étudiants, encore aujourd'hui c'est magique. Et ça m'amuse beaucoup de faire ça. Monsieur Méliès, dans l'hiver 1885, je crois, ou 95, est invité pour assister à la première projection publique des Frères Lumière. Comment on me dérange pour voir des projections? Il y a près de 20 ans que j'en fais, ça n'a rien d'extraordinaire. Il avait fait exprès de laisser son image immobile pendant quelque temps. Quand tout à coup, je vis dans la sortie des ateliers Lumière, les personnages se mettent en mouvement, venir vers nous. Quelques minutes après, un train s'est lancé et prêt à traverser la toile, se précipiter dans l'auditoire. Nous étions tous, je dois le dire, absolument stupéfaits, vous comprenez bien. Et vous avez tout de suite pensé à votre public? Oh, mais pensez donc, immédiatement, j'ai dit, voilà mon affaire.
Un truc extraordinaire. Et les frères Lumière lui répondent « Oh monsieur, vous savez, ce n'est qu'une expérience, cela a un but uniquement fantaisiste et vous n'en tirerez rien. » Oui, c'est ça. En tout cas, c'est les traces qu'on en a, c'est les témoignages à la fois d'Antoine Lumière et de Méliès qu'on retrouve aujourd'hui. Ils sont plus vivants. Hein. En fait, il faut s'imaginer qu'en 1895, il y a une ébullition autour de ces machines un petit peu à faire des images animées. On a déjà les kinétoscopes d'Edison, avec des images qu'on pouvait voir bouger, mais en regardant à travers une petite vue. Et tout le monde est un peu à la recherche pour développer cette machine qui arrivera à projeter des images animées sur un écran. Et Antoine Lumière, le père des frères Lumière, va demander à Auguste et Antoine de développer cette machine et de s'y coller. Et la machine des frères Lumière, du coup, est une machine assez phénoménale puisqu'elle permet de faire la prise de vue, de développer les films, de tirer les positifs et de projeter, en reprenant justement des lanternes magiques dans les différents espaces. Donc avec une machine qui fait 5 kg, 20 cm par 20 cm, les opérateurs des Frères Lumière peuvent parcourir le monde et avoir un spectacle clé en main en entier. Puisque en plus les Frères Lumière avaient une entreprise de plaques photographiques, donc faisaient des supports de films. Donc avec cette machine de 5 kg, on pouvait traverser le monde, partir en Inde, partir en Australie, tourner l'après-midi, développer en début de soirée et le lendemain reprojeter les films qu'on avait filmés. D'où cette diffusion un petit peu fulgurante du cinéma dans tout le monde. Mais ce cheminement que vous expliquez existe encore finalement aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans les studios de télé, les reportages. Bon voilà, on suit la même trame en quelque sorte. Mais on n'a toujours pas le même appareil qui permet de faire la prise de vue, de faire la post-production et de faire la diffusion. Eh oui, c'est vrai, oui. Alors bien sûr, il y a cette évolution avec Méliès qui nous fait découvrir le trucage au cinéma. Oui. Expliquez-nous succinctement. Ouais. Ce que je trouve fascinant dans le travail de Méliès, c'est qu'il va reprendre ce que font un peu les magiciens. C'est-à-dire les magiciens détournent souvent des appareils qui existent. C'est pas des grands industriels, les magiciens, c'est une petite économie du spectacle et souvent ils viennent détourner des appareils. Un peu comme Robertson va avoir détourné la lanterne magique qui était connue pour en faire un spectacle étonnant. Méliès va détourner le cinématographe pour en faire à nouveau un spectacle étonnant. Et plus des vues animées, ce que faisaient les Frères Lumière, en fait, ils faisaient un peu de la photographie animée où on voit un bain de mer en photographie fixe, on voit la même chose en photographie animée. Méliès vient de la magie. C'est en fait un enfant un petit peu touche à tout. On dit qu'il fait du piano, du dessin, il fait de la caricature, il est intéressé par la pantomime, il va voir beaucoup de spectacles. Et en 1884, il part à Londres et au lieu d'aller apprendre à faire du commerce dans une boutique, ce que voulait son père, il va découvrir les Pigeonhole. Les Pigeonhole, c'est un théâtre de magie à Londres où on présente des pièces magiques, c'est-à-dire des tours de magie qui sont un petit peu mises en scène. Et il se rentre en France et va vouloir un petit peu développer ça. Et il va mettre ça en place au sein du théâtre Robert Houdin en présentant des choses qu'on avait peu vues en France avant lui, qui sont ces espèces de pièces magiques où on voit des magiciens costumés en indien, en persan, faire des tours de magie, mais en racontant une petite histoire. Et on retrouvera un petit peu ça dans les films qu'il va faire plus tard, puisqu'on va retrouver ces personnages costumés, on retrouvera ces petites scénettes de personnages qui échangent autour d'une thématique sur certains de ces films, et avec des tours de magie, avec des effets magiques où ce qui me fascine à cette époque-là, c'est qu'on est dans un entre-deux, les spectateurs savent pas très bien jusqu'à où les images sont animées, qu'est-ce qu'on peut en faire, et du coup j'aime bien cette espèce d'incertitude où on ne sait plus très bien si c'est un tour de magie qui a été filmé, ou si c'est un trucage que Méliès a fait avec son appareil, puisqu'on trouve les deux dans ces films. Il y a parfois des doubles ou parfois des tours de magie qui sont vraiment faits. Il faut dire quand même que c'était un génie. Déjà en tant que magicien, bien sûr, et ensuite avec son invention, où là vraiment il prend des initiatives extraordinaires, puisqu'il est lui-même chef d'atelier, producteur, peintre, il se met toujours en scène les 3/4 du temps dans ses films. Et donc cette progression est absolument ahurissante. Oui, Méliès va laisser libre cours à son imagination et c'est ce qui est fascinant dans les... il a fait plus de 500 films en l'espace de 1896-1912, sur 16 ans. Le travail remarquable qu'a fait Matette Méliès puis Jacques Maltête pour retrouver la totalité de tous ces films fait qu'aujourd'hui on arrive à voir grosso modo 2/3 de sa production.
Il faut vraiment se rendre compte qu'on voit des films qui sont tournés dans la même semaine. Et donc le lundi, il a des idées, il les tourne le mardi, et puis il retourne mercredi, il ressort un film, et on voit vraiment cette espèce de boulimie de créativité dans l'ensemble de la filmographie. On a 2/3 de ces films aujourd'hui. Alors, je crois savoir qu'en 2018, on a encore retrouvé un certain nombre de films qui sont dans un état qui ne sont pas du tout conservables, puisque c'est du celluloïde qui s'émiette comme du sable. Et cela nécessite des années de restauration pour pouvoir découvrir quels ont été les films ou quels ont été ces films qui ont été tournés. Et ils proviennent d'où? Récemment, Serge Bromberg a eu l'initiative de rescanner des films de Méliès conservés aux États-Unis. En fait, en 1902, je crois, je suis pas sûr, il y a le dépôt légal, le copyright des films qui se développent aux États-Unis. Et pour copier les films, en fait, on en fait une planche contact. C'est-à-dire qu'on va prendre les films comme de la pellicule photographique, on va les coucher sur du papier photographique et on va mettre de la lumière et donc enregistrer photogramme par photogramme la totalité des films. C'est ce qu'on appelle la collection des paper prints. C'est-à-dire qu'on n'a plus les originaux des films. Par contre, on a une copie papier de la longueur du film. Et ça, c'était ce qui servait au dépôt légal aux États-Unis. Et ce qui est fascinant, c'est qu'après Le Voyage dans la Lune, Méliès trouvait le film fascinant, était fier de ce film-là, mais il trouvait que c'était un film parmi les autres et parmi tous les voyages et tous les voyages improbables qu'il a pu mettre en scène dans son petit studio. Mais ce film est très connu aux États-Unis parce qu'il a été plagié à très grande échelle. Et à partir de ce film-là, pour éviter le plagiat, Méliès va déposer du coup des films en copyright aux États-Unis et des films qui seront sortis en France. Et pour éviter qu'il y ait des copies de ces films-là, il va tourner avec 2 caméras espacées de 20 cm. Et du coup, avoir mécaniquement les 2 caméras qui sont liées l'une à l'autre, ce qui permet de faire des trucages sur l'une et des trucages sur l'autre exactement au même endroit sur ces photogrammes. Sauf qu'il enverra un négatif aux États-Unis qui sera conservé dans la collection des paper prints, et un film qui restera en France pour l'exploitation en Europe. En fait, aux États-Unis, il avait son frère Gaston Méliès qui du coup s'occupait de gérer la production des films de Méliès. Méliès était le producteur important de films féeriques entre 1896 et 1905-1906. Et donc ce qui est amusant, c'est qu'avec ces copies paper prints et ces copies européennes, comme il y a 2 caméras espacées de 20 cm, on peut, et Serge Bromberg va le faire prochainement, projeter des films de Méliès en 3D. Puisqu'on a un point de vue qui peut être associé à la vision d'un œil, un autre point de vue qui peut être associé à la vision de l'autre œil, et quand on mélange les deux, on peut voir des films de Méliès en 3D. J'ai fait l'expérience, c'est assez fascinant. Je crois savoir que vous êtes en contact avec la proche famille de Méliès, notamment avec Monsieur Maltête, fils de Madeleine, qui était la petite fille de Georges. C'est cela. Oui. De quoi vous parlez ensemble? On parle de questions très pratiques et très pragmatiques sur qui était ce monsieur, comment il faisait. En fait, le cinéma de Méliès est à la fois très simple, puisque c'est des caméras primitives, puisque c'est filmé à la lumière du jour, puisque c'est beaucoup d'artifices de théâtre, et en même temps très compliqué. C'est-à-dire que quand on regarde vraiment l'homme orchestre, par exemple, il y a des histoires de chaises, de pratiques, de repérage. On ne sait pas comment Méliès repérait ses positions au sol, alors qu'il faut qu'il ne bouge pas quand on arrête la caméra et qu'on reprend. On ne sait pas s'il y avait des photos. Il y a des photos de tournage, par exemple, de quasiment tous ces films qui sont conservés et donnés à la Cinémathèque française à Paris. On ne sait pas s'il y avait un photographe. On ne sait pas quel était le photographe. Comme Méliès dans ses films, on ne sait pas qui était opérateur, qui tournait la manivelle. Ça reste à la fois un cinéaste qui est très parcouru. On connaît plein de choses sur sa technique, sa vie, etc. Et en même temps, assez obscur. On ne sait pas qui sont tous ces gens qui vivent. Parce que très certainement, il était à la fois acteur, il était chef de plateau, il était aussi derrière la caméra. Je pense qu'il voulait tout superviser de A à Z. Et ça fait partie de ces artisans du cinéma, c'est-à-dire ces personnes qui ont un petit peu tout en tête. Et qui, à la fois, savent comment mettre en scène, savent comment la mise en scène va pouvoir être traduite avec des trucages, va pouvoir faire les décors, donc savoir aussi où il met les éléments noirs, par exemple, pour créer des surimpressions. Il y a vraiment quelque chose qui a un lien très très fort. Ça vient peut-être même du théâtre de magie, c'est-à-dire que les décors sont aussi importants que les gestes techniques qu'on fait, que l'éclairage,
que la mise en scène. Et pour moi, il y a vraiment cette unité qu'on retrouve, qui est très technique, qu'on retrouve dans l'univers des magiciens. En fait, je monte des films aux étudiants et pour justement leur apprendre la rigueur du tourner à la manivelle, de la logique de l'argentique, l'idée que quand il y a de la lumière, on impressionne une image, mais que quand il n'y en a pas, on n'impressionne pas l'image et que du coup ça reste une image vierge, pour leur faire toucher cette rigueur et leur faire comprendre le cinéma d'une autre manière. Je leur montre des films de Méliès qui sont futiles, faciles, etc. Sauf que quand il faut vraiment le faire, marquer les repères, les marques, vérifier ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a devant, se dire que si un costume est noir, on ne le verra pas. Si quelque chose est lumineux, il va prendre toute l'image. Je leur démontre qu'on peut faire un plan qui dure 10 secondes en 4 heures. Et on fait 4 heures de film pour faire 10 secondes. Donc, vous leur montrez le film original, en quelque sorte, et puis ensuite, le devoir, c'est, allez-y, faites pareil, c'est ça? Je leur montre les films, je leur demande de s'inspirer pendant la pause de midi, et à 14 heures, quand ils reviennent, on écrit ce qu'on va devoir filmer. C'est-à-dire qu'on va faire une première passe, on va filmer une première fois une image. Tout ce qui sera noir, ça ne sera pas impressionné, puisqu'il n'y a pas de lumière qui traverse, parce qu'il n'y a pas de lumière qui traverse l'objectif. Tout ce qui est lumineux sera impressionné. Et donc si deux personnes, quand on va remonter et refilmer, si on filme deux personnages l'un devant l'autre, il y en a un qui sera vu à travers l'autre. Mais si on en filme un deuxième sur un fond noir, on aura l'impression que les deux sont face à face. Donc on va pouvoir dédoubler des personnages. Et cet exercice qui paraît facile, un petit peu futile, un petit peu gadget, finalement, quand on est amené à le faire en 4 heures, on termine ric-rac. Et en plus, quand on envoie développer nos films et qu'ils reviennent 2 semaines plus tard et qu'on les projette sur l'écran, on se rend compte des erreurs à ce moment-là. Et ça fait partie de cette espèce de magie que j'aime bien montrer aux étudiants, ces idées de fractal. En fait, quand on cherche, il y a toujours des choses qu'on comprend pas et qui sont plus compliquées que ce qu'on pensait. Aujourd'hui, on a une génération où on voit nos images tout de suite, on prend la photo, on la regarde. Et j'aime bien ne plus perdre ce temps-là et que si on est sûr de soi, on avance. Bon, ces étudiants, ils sont à l'université Jean Jaurès et ils sont destinés à quoi? Faire des études dans le cinéma plus tard, enfin être eux-mêmes professionnels Oui, on est la seule école de pratique de cinéma public dans le sud de la France. Avec Lou Lumière et la FEMIS, en fait, l'ENSAF, qui est 56 rue du Thor, on forme des étudiants qui sont généralistes, puisqu'on pense que c'est important qu'ils aient connaissance de comment on construit un décor, de comment on prend le son, de comment on fait l'image, de comment on écrit un scénario, comment on produit des films. Et voilà. Et au bout de 2 ans d'année généraliste, moi, je m'occupe d'une promotion qui va faire de l'image. Donc des chefs opérateurs, des personnes qui vont éclairer, qui vont cadrer, qui vont retoucher les images. Et ils se spécialisent en 3e année, en Master 2. Vous-même, êtes-vous un cinéaste, un réalisateur ou... Alors moi, j'ai la triple casquette. Je suis à la fois magicien, comme Méliès. J'ai été assistant opérateur de prise de vue et chef opérateur sur du documentaire pendant une 10aine d'années. Et j'ai très tôt aussi enseigné, donc je garde un petit peu ces 3 casquettes-là. Et j'ai toujours un petit peu balancé entre ces 3 fascinations. Et pour moi, il y a une unité qui fait que quand on fait un documentaire, on fait de la pédagogie pour expliquer des choses, mais on fait aussi de la magie puisqu'on construit des images. Que quand on construit des images, quand on est magicien, il y a aussi au fond, on explique des choses aux gens, on essaie de les éveiller, de les interroger sur ce qu'ils perçoivent. Et en même temps, quand je fais de la magie, on essaye d'en créer des images. Et pour moi, tout ça, ça fait un peu un tout, même si c'est un peu compliqué à expliquer. Je reste un petit peu dans cette espèce de fascination du spectacle pédagogique, de la construction d'images. Et j'ai un petit peu les 3 casquettes. Comme Méliès, j'ai 3 têtes, de temps en temps. Et est-ce que dans vos loisirs, vous avez une caméra ou bien... Oui. Et vous filmez aussi? Une caméra, je filme aussi. J'ai des caméras 16 mm et je filme aussi en 16 mm. Et je suis fasciné par ces caméras qu'on utilise, cette mécanique de précision. Dans les caméras aujourd'hui, ça devient des objets obscurs, qui fait que quand on démonte une caméra, il y a juste plein de composants et on ne sait pas. Alors qu'une caméra optique... Oui, la caméra obscura. Quand on ouvre le cinématographe des Frères Lumière, c'est une boîte pleine de vide. Et il y a quelque chose de très magique de se dire comment les images, elles arrivent, comment ça se fait. Puisque c'est transparent, on voit rien et ça arrive quand même. Alors que dans une caméra numérique, c'est plein de trucs qu'on ne comprend pas. Et on ne pourra pas comprendre, puisque, à moins de devenir électronicien. Mais dans tous les dispositifs optiques, pour moi, il y a quelque chose de très magique, puisque c'est vide, c'est creux. Et ça fonctionne. C'était ce qui fascinait les spectateurs de la lanterne magique. C'est-à-dire qu'on a une glace qu'on pose derrière une lanterne. On ne comprend pas, il y a du vide, et tout d'un coup, on a une image sur un écran. Et on ne comprend pas quel est le lien et comment on peut projeter l'image sans la voir.
c'est dématérialisé en quelque sorte, c'est fantomatique, oui. D'où le mot aussi, le terme fantasmagorique. Hein, oui. Ouais, tout ça, la question du fantôme. Ouais, c'est lié tout ça. Voilà. Mais écoutez, merci de ces quelques explications, parce qu'on pourrait en parler des heures forcément, et vous n'avez pas tout dit, je le sais, bien sûr. Donc peut-être à vous revoir en cours, pourquoi pas. Avec plaisir, oui. Hein. En tout cas, merci. Au revoir. Au revoir.